Mais il n'y avait personne d'autre. Et si vous connaissez la Chine, hein, on se promène, il y a toujours des foules. Je dis, ben, c'était intéressant, ils ont fait une spéciale pour moi cette journée-là. Il y avait quelqu'un qui passait un vélo au monde donné, et j'ai vu une équipe en habit bleu qui ratelait quelque chose. Tant mieux, ils préparent le parc pour le peuple qui viendrait. Donc j'ai traversé, et quand j'étais rendu là, jusqu'au point où je devais faire la liaison pour aller là, j'ai vu qu'il y avait un mur tout autour, puis où moi je suis rentré, il y avait juste une petite ouverture, et voilà. Donc ce qui était parc était un terrain de golf, privé. Non seulement est-ce que j'avais une petite pierre dans mon soulier, puis ça commençait à faire vraiment mal, et j'avais à retourner à mon point d'entrée, et de traverser quand même ce village-là, et retourner après. Mais j'ai appris une grande leçon sur les parcs en Chine. Mais aussi, j'ai compris très bien que ce n'était pas un parc, mais un terrain de golf. Donc, usage exclusif à quelques-uns. Et je dis, mais Colin, quelle est la relation entre ce village qui semblait appartenir à ces terres-là, etc. 2012. C'est comme une bombe a frappé le village. Il n'y en avait plus. Donc, le village était démoli. Le golf était correct, et puis il y avait d'immenses pancartes disant aux villageois que s'ils avaient une propriété là, ils pouvaient déménager à une distance de train de 1h30 de Beijing et venir. Situation impossible. Donc, avec mes étudiants, on a fait un projet. J'ai dit, imaginons, si on est arrivé avant la démolition du village, si c'était très vivant, qu'est-ce qu'on peut faire pour marier les activités, certaines activités commerciales et le territoire autrefois agricole autour? Et la proposition d'une équipe d'étudiants était inspirée, entre autres, par Ai Weiwei. Quelques-uns connaissent peut-être ce grand artiste et défenseur des droits de la personne, des droits humains en Chine. Et on a fait des propositions. Et une des propositions qui m'intriguait le plus, c'était que le village devienne un lieu dans cette ville de bientôt 20 millions de personnes où les citadins, et surtout les enfants, pouvaient venir et voir l'agriculture en opération. Donc, ça serait l'agriculture en ville, comme c'était dans le temps de l'empereur, où cette ferme, ou ce territoire, offrait le meilleur riz en Chine. Et le meilleur riz en Chine vient toujours du nord. Ça semble un peu bizarre, mais c'est vrai. Et donc, on a aménagé non seulement avec quelques techniques agricoles de l'époque, mais aussi des champs expérimentaux, etc., de différents types de cultures. On va faire quelque chose ici avant que je tombe. Ailleurs en Chine, dans le sud, près de Shenzhen, qui est juste face à Hong Kong, regardez, je trouve intéressant cette manière. C'est heavy duty, n'est-ce pas? C'est du béton. Mais c'est une façon. S'il faut avoir des chemins, et puis en Chine, il faut des chemins, des autoroutes, au lieu de détruire les rizières, on élève ça. Donc, c'est un genre d'autoroute métropolitaine de Montréal, si on veut, ou de frein ici, mais qui traverse les rizières. Et on peut débattre ça longtemps. Est-ce que c'est bon, mieux de chercher un chemin de fer ou quelque chose? Mais si on devrait faire quelque chose,
ce respect pour les terres agricoles m'impressionne. Et Shenzhen, vous savez, c'est de là que viennent la plupart de nos ordinateurs, encore pour quelque temps. On ne sait pas la prochaine destination des grands fabricants, mais pour l'instant, c'est en Chine, c'est à Shenzhen. Shenzhen était une ville portuaire de 40 000 personnes en à peu près 1988. C'est une ville très, très solide de 15 millions maintenant. Et le centre-ville, tout a été planifié et fait. Et ce qui est très intéressant, ça c'est le centre-ville ici. Et il y a juste une petite rivière qui sépare, ça c'est mainland China, de Hong Kong. Mais dans le plan, même si l'urbanisation vient jusqu'au bord de Shenzhen, c'était dicté, c'était planifié que tous les terres agricoles, juste de l'autre côté de la rivière, restaient. Une des plus grandes firmes d'architectes paysagistes, la plus grande firme d'architectes paysagistes en Chine, s'appelle Turnscape. Et le doyen du collège d'architecture de paysage à Peking University, qui est comme le Harvard de la Chine, il est le président de Turnscape. Donc, les diplômés étudiaient sur le 3e étage, ou les étudiants en architecture de paysage étudiaient sur le 3e étage, et puis le 4e et 5e étage du bâtiment, c'était Turnscape. Donc, enfin, c'était pas compliqué que cette firme ait les meilleurs diplômés. Et si vous avez juste une petite idée de l'ordre d'un bureau d'architecte paysagiste, je dirais au Canada, 15 architectes paysagistes dans une firme, ça commence à être bon, peut-être 20, 450 à Turnscape. Mais ils font des projets partout en Chine et ailleurs dans le monde qui sont extraordinaires. Ils conçoivent des villes vertes et bleues pour 500 000 personnes. C'est coup sec, là, on va construire une nouvelle ville. Et voilà, ils font les plans et des réalisations. Et évidemment, dans une période de construction si rapide que ça, il y a des ratés. Mais l'important dans cette vie terrestre, si je peux, ce n'est pas de ne pas faire des erreurs, c'est d'apprendre de nos erreurs. Et je pense aussi que ce que nous avons à faire, c'est de regarder le 20e siècle et voir toutes ces choses qu'on a faites mal pour toutes sortes de bonnes raisons et faire mieux. Donc, Turnscape avait à concevoir le paysage pour un campus universitaire. En Chine, tu peux avoir une université, c'est une université d'architecture. Donc, tous les étudiants, c'est en architecture, une autre agriculture, une autre des beaux-arts, etc. Donc, ça, c'est une université à Shenyang, dans le nord-est de la Chine, d'architecture. Et ils avaient le défi, avec très peu d'argent disponible, de faire le paysage. Donc, Turnscape s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas, pourquoi pas faire un paysage agricole? Et la récolte typique de ce coin-là, c'est le riz. Donc, les champs de riz étaient disposés à même les bâtiments du campus. Et les étudiants venaient étudier, et les étudiants ont participé aussi à la récolte, ce qui est fantastique. Vous voyez la richesse de ces paysages, les corridors, et on voit des endroits où on pouvait... C'est la question de la socialisation dans ces lieux. Et à la fin de la saison, mais les étudiants venaient couper et empaqueter le meilleur riz en Chine pour l'offrir à leurs parents le jour de l'an chinois, etc. Bon. Paris, hein? Grand fleuve. On fait un survol de qu'est-ce qu'on fait ces derniers temps avec nos fleuves, etc.
Ben, la grande contribution de Paris, ce temps-ci, c'est, je dirais, dans la vie urbaine, la socialisation, le plein air, c'est Paris-Plage, qui a été inspiré, une inspiration pour plusieurs villes, entre autres Montréal. Berkeley, Californie. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Berkeley, qui ont été là? Belle ville, belle ville. Belle ville située juste en bas des montagnes. Et, bon, quand tu es en bas des montagnes, il y a des ruisseaux qui descendent, etc. Puis avec quelques branches du ruisseau des fraises, Strawberry Creek, qui descendaient comme ça jusqu'à là. Et ce point-là, c'est garder le bleu jusqu'à là. Qu'est-ce qu'il y a? Ça disparaît. ça disparaît en dessous de la ville. Et ça ressort ici dans les déchets d'une... une petite ouverture dans la baie de San Francisco. Où est allé Strawberry Creek? Donc, on voit ici aussi, ça c'est 1875, ça descendait, c'est très beau, c'est très présent sur le campus de l'Université de la Californie à Berkeley, et puis, poum, ça disparaît. Ça disparaît. Ça disparaît. Mais on voit quand même le trajet où c'était Strawberry. Regardez, un petit truc de bleu là. Quelqu'un a fait quelque chose là et là pour le, en bon français, le daylighting. Le daylighting, une traduction simultanée, s'il vous plaît. Hein? Mettre au jour. Mais entre nous, là, on est des amis maintenant. Est-ce qu'on peut dire, parce que je trouve le terme en anglais, daylighting, c'est tellement bon, tu sais, la daylight, la lumière de jour rentre. Et là, c'était parti. Mais il y avait une tronçon d'un chemin de fer qui passait, comme ça. Et dans les années 90, comme ici, ils ont enlevé le chemin de fer et quelqu'un s'est rendu compte que le trajet du chemin de fer passait par-dessus du Strawberry Creek caché au sol. On va le dégager. Donc, ils ont fait un petit projet. Ça, c'est le Strawberry Creek sur le campus de l'université. Et là, j'aime tellement cette image-là. La ville, quand et on révèle ce qui est en dessous. Donc, dans une des axes commerciaux très importants, on a un projet de faire revivre le ruisseau. Et ça, l'image n'est pas tellement bonne, mais on voit le Strawberry Creek qui sort d'en dessous et dans un secteur qui a été aménagé sur le site de l'ancien chemin de fer. C'est où? Ah, c'est où, là? Vous connaissez? Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas. Dis-moi, en anticipant cette rencontre ce soir, y en a-t-il qui sont allés sur Google Daylighting Streams? Quelques-uns? Non? OK. Demain, vous allez faire ça. Parce que j'allais commencer en disant, comme ça, combien on fait. J'attendais ce que les mains soient... OK, on va finir là. C'est fantastique. Daylighting Streams, allez voir, clique sur Images si vous ne voulez pas lire. Et c'est incroyable, la ressource qui est là. Bon, ici, c'est un petit ruisseau secondaire en plein centre-ville de Séoul qui a été refait pour le révéler
en 2015, donc c'est presque hier. Mais ça, c'est un petit bébé du plus grand projet qui était autour de la rivière Chongqing. Et ça, c'est le bassin versant. Quelle beauté, n'est-ce pas, un bassin versant? De voir tous les ruisseaux qui alimentent la grande rivière. La rivière Chongqing qui est là au cœur de Séoul depuis des millénaires. Les palais royaux ont été construits par rapport à ça. En 1929, donc la Corée, c'était un pays pauvre. Les murs impériaux étaient là et on voit le ruisseau qui passe. Début de l'électrification, etc. C'est pauvre, mais c'est pas pire. On voit le ruisseau qui est là. À la fin du conflit de Corée, des Corées, dans 1953, les gens qui pouvaient quitter le Nord, pour les raisons qu'on peut imaginer très bien, sont descendus à Séoul par des millions. Et le lieu normal, logique pour eux de se loger, c'était le long du ruisseau. Mais ça donnait des conditions terribles jusqu'à ce que la ville décide, aux alentours de l'an 2000, de nettoyer tout ça, de commencer à faire une zone commerciale, élever des bâtiments, mais pour avoir ça, ça prend des chemins, n'est-ce pas? Et pourquoi pas une autoroute? Hein? Je vois le métropolitain, le Dufresne, c'est la même logique, c'est le même temps. C'est lui qui a poussé ce projet, était le directeur de plus grande corporation, société de construction, Hyundai, qui fait des autos, mais aussi la construction. Les compagnies, des grandes compagnies, Samsung, LG, toutes ces grandes compagnies en Corée sont comme des ministères ici. On rentre jeune, puis on reste là tous nos jours, on change de job, mais on avance tranquillement, puis on a une bonne pension à la fin. Donc, le directeur de Hyundai était responsable de la construction de l'autoroute dans les années 70. Ce monsieur avait une aspiration un petit peu plus tard pour devenir maire de la ville. Et avec ses conseillers, il y avait une idée géniale. On va défaire l'autoroute qu'il a fait pour en permettre au ruisseau, le Chongqing, de revenir comme un attrait au cœur de la ville. Mais vous savez, des mandats, des gens comme ça, c'est 4 ans. Puis on disait que ça prendrait au moins 6-7 ans pour le faire. On a réussi avec le génie coréen. Et je dis ça pas juste parce que mon fils est marié à une Coréenne. Et le cinquième petit enfant qui s'en vient sera canado-coréen. Je ne dis pas ça pour cette raison. Mais il y avait l'idée géniale de créer, de daylighter le Chongqing et de faire quelque chose d'extraordinaire. Donc, gardez bien ça. Ce que, en plein cœur de Séoul, il y avait une autoroute qui passait là. Et ça, parce que mon fils reste là, j'y vais presque tous les ans. Et j'observe, ça c'est après, même pas 10 ans de végétation, la qualité des aménagements, à l'ombre, en dessous des ponts, des passerelles, des façons de traverser
Et ça commence au début assez étroit, comme ça, avec un aménagement très minéralisé, pour devenir plus loin, beaucoup plus végétalisé. Mais regarde la qualité de l'eau. Malheureusement, l'eau est pompée. 80 000 ou millions, je ne sais pas, litres par jour de la Grande Rivière, mais enfin, c'est ce qu'on fait pour avoir un aménagement comme ça. Et plus qu'on s'éloigne du centre-ville, ça s'élargit pour devenir très, très large à la fin. Mais regardez comment, tu sais, pas de main courante. On n'a pas... On n'a pas des, comment je dirais, enfin, on permet, si quelqu'un tombe, enfin, c'est profond comme ça. C'est pas la fin du monde. Mais gardez la qualité de l'aménagement en plein centre-ville. Et la nuit, ben, tu vois, ça c'est le point d'entrée de l'eau. Donc c'est pas un petit ruisseau c'est une chute. Et c'est très dramatique. Et vraiment à la hauteur de l'image. On peut parler écologie, c'est pas tout à fait, etc. Mais en termes de vie, quel atout pour la ville. Et quand on sort de ça, et je vous montre ça juste pour donner une idée de la qualité de l'architecture aussi, bon, enfin, on peut discuter, mais le Design Center de Séoul, fait par le regretté, certaines savent, Zaha Hadid est décédée à 65 ans il y a quelques semaines, mais elle est l'architecte de cette centre d'innovation à Séoul. Portland, Oregon. Combien connaissent cette ville-là? Ah! Ben là, c'est incroyable. Souvent, une chose que j'aime faire, c'est de lire la texture d'une ville. Si on regarde le plateau à Montréal, les chemins, les rues reflètent le découpage des terres agricoles d'autrefois, longues et étroites, n'est-ce pas, sur le plateau comme ça. À Portland, une ville qui a été conçue, on a décidé de garder des îlots, des pâtés petites, afin d'avoir plus de chemins, plus de possibilités de voyager autour. Et la ville de Portland a eu la grande initiative de créer un réseau de light rail transport au centre-ville qui est gratuit. Donc, on peut se promener au centre-ville, embarquer, descendre sur un tramway. Dans tout ça, bien, évidemment, ça relie le grand paysage autour, mais au centre-ville, c'est très, très facile d'accès. Et vous voyez dans le pattern, il y a des endroits où il y a des lanières, de longues lanières de corridors verts. Ils sont en train d'assainir puis reclamer les abords de la rivière. Et aussi, j'aimerais juste, moi, ici, là, ça c'est le train qui s'en va à l'aéroport. Et Portland, c'est une de ces, c'est pas si grande ville où on descend de l'avion, on embarque sur le light rail, et puis on s'en va directement au centre-ville. Vous avez su, peut-être que dernièrement, la semaine passée, c'était indiqué que Montréal aura éventuellement cette possibilité de ne pas prendre un bus qui zigonne à travers la ville pour aller au centre-ville. Enfin, mais regardez le pattern de Portland et l'importance de ces choses-là. Mais ce que ça a fait, c'est qu'on a pris plusieurs de ces carrés. C'est à peu près 200 pieds par 200 pieds, donc 60 mètres par 60 mètres. Et ils ont fait beaucoup de parcs. Mais parcs avec la présence de l'eau. Donc ici, Jameson Park, Jameson Square Park, il y a une demi-cercle, ça descend vers le centre. Et selon la température, selon différentes conditions, on remplit cet espace-là qui est très peu profond avec de l'eau. Des journées chaudes, etc. de l'été. C'est très, très beau. Et pas loin, Tanner Springs Park, il y a un autre où l'idée
Je ne sais pas dans la pratique si ça marche, mais l'idée, c'est de connecter les réseaux pluviaux de captage d'eau, de ruissellement, et de les amener ici et passer à travers des fils de différentes zones végétales pour arriver dans un secteur aquatique, avec des plantes aquatiques, au fond. Donc, l'idée, encore une fois, on parle de poésie, on parle de l'art. Et au fond de tout ça, là, ici, on voit l'eau, on voit des pontons, on peut traverser et on voit une sculpture en arrière. C'est quoi l'élément de ça? Oui, c'est quoi ces trucs-là? C'est des rails de chemin de fer. Et il y avait un processus de démanteler tout, comme ici, c'est partout, on démantèle des chemins de fer. Mais quelle idée de prendre cette matière et de faire quelque chose qui suggère, c'est quelque chose si rigide, si dur que l'acier, pour faire quelque chose qui suggère presque le mouvement du vent ou de l'eau. Montréal. Montréal, vous savez, c'est une île, puis une autre, l'île de Jésus, mais une île. Et au cœur de cette île, il y a une montagne. Regardez bien, on voit l'aqueduc, le canal de la Chine, donc d'autres ruisseaux. De plus près, il y a le parc de Montréal, cimetière de Montréal. J'aimerais faire une petite démonstration, si vous me permettez. Donc, ce n'est pas une bol de salade, c'est le Mont-Royal en amont. Et vous allez comprendre avec moi, peut-être si je le fais comme ça, quand je déverse, je ne vais pas faire, mais si je déverse de l'eau, imaginons, ce n'est pas une éponge, le Mont-Royal, mais quand même, il y aurait une bonne quantité qui serait retenue, n'est-ce pas? Mais il va y avoir un peu de ruissellement, n'est-ce pas? Bon, je suis tenté, mais je ne fais pas. Où est-ce qu'ils sont? Et je ne dis pas où est-ce qu'ils sont les 95% ou les 5% qui n'ont pas été enterrés. Il n'y en a pas un. Montréal. Le Mont-Royal, avec ce qu'on aurait pu imaginer, des ruisseaux qui descendent dans toutes les directions, jusqu'au fleuve, jusqu'à la rivière des Prairies. Ça, c'était Montréal, à sa fondation. 1800, il y avait toujours, c'est une approximation, mais on voit comment il descend du Mont-Royal. La petite rivière Saint-Pierre qui arrive ici, juste dans le port. L'autre, qui est à l'endroit de l'autoroute 720. C'est creusé, c'est le point le plus bas, le lit de ruisseau, c'est l'autoroute souterraine. Un jour. Il reste très, très peu de traces. Si peu que, merci Eric Clermont, où es-tu? De m'avoir envoyé ça, à Outremont, une de ces ruisseaux, il fallait l'indiquer parce que c'est pas évident, pas toute l'eau qui tombe sur le Mont-Royal, c'est ça qu'on a, qui est plutôt cachée dans les jardins privés. Et voilà, le réseau des collecteurs. Donc, ça veut dire que les ruisseaux sont là, sauf qu'ils sont juste en dessous. C'est pour ça les routes s'affaissent. C'est pour ça les routes s'affaissent à Montréal, parfois. Entre autres. C'est une des bonnes raisons, oui. Donc,
ils sont là. Et puis, on va voir, peut-être tantôt plus que ça, mais ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont, on dirait, très beaux, sauf que ça prend un aventurier pour aller les voir. On aimerait, comme à Séoul, ça soit un petit peu plus accessible. Toronto. Les îles de Toronto sont naturelles. Vous connaissez peut-être. C'est tellement intéressant, on peut prendre un traversier puis aller à 3 endroits différents. Il y a l'aéroport avec Porter, maintenant Air Canada, qui atterrit ici. Et puis autrefois, on avait à prendre un petit traversier pour aller là. Maintenant, il y a un tunnel, c'est relié à la terre ferme, et c'est à 2 pas du centre-ville. On voit le Rogers Stadium. Mais à quoi j'attire votre attention, c'est ça. Ça, c'est Tommy Thompson Park. Et c'est une création humaine de toutes pièces. Quand, dans les années 60, on a commencé à ériger des gratte-ciels de 30 et 40 étages, il fallait descendre des petits tours de 10 et 15 étages. Quoi faire avec? On aurait pu payer une fortune puis l'envoyer dans le Grand Nord ontarien, ou bien on peut venir ici à Leslie Street et commencer dans les années 60 à domper ici les charges des camions avec tous les déchets de la démolition du centre-ville. 2015-16, c'est 4 km de long. Les premières parties ont été faites dans les années 60, donc autour du début, une végétation spontanée, presque comme la zone démilitarisée en Corée, 50 ans, sans intervention, une belle forêt spontanée qui commence là, et enfin, des différents secteurs. Donc, on a dirigé le dépôt des matières de démolition pour en créer une structure avec des baies pour assurer le survie, la multiplication des oiseaux, des poissons et tout ça. Et c'est un endroit qui, malgré le fait que c'est toujours actif, on vient, si on regarde ces trucs-là, ça s'allonge à chaque année. Durant la semaine, c'est actif pour le dépôt, et en fin de semaine, c'est libre, on peut aller marcher ou prendre, faire du vélo. C'est extraordinaire. Et c'est un peu ça. C'est vraiment une zone naturalisée, mais créée de toutes pièces dans le lac Ontario. Merci à Léon Snow, que je ne connais pas. Est-ce qu'il est là? Non. Mais merci quand même. De m'avoir envoyé, et c'était un des éléments très intéressants, participatifs, je peux dire, de mes échanges avec ceux et celles, plutôt celles qui ont organisé cette rencontre, que j'ai reçu des images. Ça, c'est dans le jardin anglais de Munich. C'est une rivière créée dans laquelle on se baigne en ville et ailleurs dans le même parc à Munich. C'est quoi? Central Park, New York, Frederick Law Olmsted, le première grandeur. Et puis, pas besoin de parler de ça. Nous savons la place que ça occupe. Nous savons de sa composition, le grand réservoir, son importance pour la ville. Et j'en dirai pas plus parce qu'on connaît le sujet vraiment bien. Mais fixez-vous sur l'image un instant.